J'ai vu des prisonniers Lannister exécutés dans les rues sur ton ordre. La petite miséricorde ne suffit pas. La paix nécessaire ne viendra pas de ceux attachés à l'ancien monde. La fin de Game of Thrones n'a pas plu à tout le monde. Le comportement de Daenerys a particulièrement suscité de nombreuses questions. Tout au long de l'histoire, elle a poursuivi son grand objectif, protéger les gens ordinaires, devenir une souveraine juste et mettre fin à la tyrannie. Vous allez libérer tous les esclaves à Yunkai? Hommes, femmes et enfants recevront autant de nourriture, vêtements et biens qu'ils pourront emporter. Mais soudain, alors que la victoire était déjà à sa portée, elle perd inexplicablement la raison et réduit en cendres Port-Réal avec ses habitants, ces mêmes gens ordinaires qu'elle avait promis de protéger. À suivre... Ce rebondissement scénaristique a largement déplu, jugé illogique par de nombreux spectateurs. Après la saison 5, sans la base littéraire de George Martin, Benioff et Weiss ont dû inventer la suite, menant à une fin controversée avec Daenerys, ce qui paraissait être une simple élimination du personnage. Mais si je vous proposais une théorie argumentée expliquant les actions de Daenerys? De plus, cette théorie ne se base pas sur la série, mais sur la source originale, les livres de George Martin, c'est-à-dire sur le véritable canon. Selon cette théorie, les actions de Daenerys sont compréhensibles et cohérentes avec la logique de l'univers du Trône de Fer. Quelle est donc la raison de la supposée folie de Daenerys ? La scène de la mort de Daenerys est l'une des plus inattendues et choquantes de toute la série. Rappelez-vous comment elle nous a été présentée. Jon Snow tente en vain de raisonner Daenerys. Tu peux leur pardonner et leur montrer leur erreur. Aide-les à comprendre. En continuant la conversation, ils s'approchent l'un de l'autre. D'abord, la caméra les cadre en plan américain, des genoux et au-dessus. On l'appelle aussi le plan cow-boy. Au fil du dialogue, un travelling avant fluide et presque imperceptible apparaît pour le spectateur. Et on passe au gros plan. Il est idéal pour montrer les émotions et rend la scène plus intime. S'ensuit un baiser. Et à ce moment précis, on entend un bruit de coups. On ne réalise pas tout de suite ce qui s'est passé, et ce n'est qu'une seconde plus tard qu'on comprend que pour Jean, ce n'est pas juste un baiser. C'est un adieu. Si la séquence des plans avait été différente, la scène n'aurait pas eu le même effet. Le montage guide littéralement nos émotions, et ajoute souvent à la scène des éléments, qui n'étaient même pas prévus dans le scénario initial. Pour comprendre les raisons qui ont conduit à l'incendie de Port-Réal, analysons son parcours dans les livres de George Martin et dans l'adaptation de Home Box Office. Les premières saisons reprennent presque entièrement les événements des livres. Le parcours de Daenerys dans les livres commence en exil. C'est la dernière survivante de la maison Targaryen, vendue par son frère au barbare guerrier Khal Drogo. C'est un sauvage, bien sûr, mais c'est aussi l'un des meilleurs tueurs au monde, et tu deviendras sa reine. Au début, c'est une jeune fille effrayée, mais à chaque chapitre, elle gagne en expérience et en confiance. Elle perd son mari, mais elle sort du bûcher avec 3 dragons, ce qui devient un tournant dans l'histoire. Ensuite, elle avance à travers la baie des esclavagistes, prend Astapor, libère Yunkai et s'empare de Meereen. À Meereen, elle est confrontée à l'incompréhension, au sabotage, aux révoltes, aux meurtres et à une instabilité constante. Ces dragons deviennent de plus en plus incontrôlables, surtout Drogon, qui finit par l'emporter loin de la ville. C'est à ce moment-là que le matériel utilisé pour la série s'arrête. Et ensuite, Benioff et Weiss doivent continuer sans pouvoir s'appuyer sur les œuvres originales de George Martin. Dans les livres de Martin publiés à ce jour, l'intrigue de Daenerys s'arrête au moment suivant.
Elle est seule, épuisée, avec Drogon dans la steppe, loin de Myrrine. C'est là que s'achève la danse des dragons, et son destin ultérieur dans les livres reste inconnu. Elle n'a pas commencé la conquête de Westeros, n'a pas rencontré Jon Snow, et n'allait pas retourner à Myrrine. L'intrigue de Daenerys dans la série Home Box Office suit celle des livres jusqu'à la libération des esclaves, puis diverge dès la 5e saison. La ligne politique de Myrrine est simplifiée, le conflit avec les fils de la Harpie est réduit et Daenerys reprend le contrôle assez rapidement. À la fin de la 6e saison, elle rassemble les Dothrakis et les Immaculés et se dirige vers Myrrine et Westeros. On te laissera des instructions spéciales pour maintenir le bien-être de Myrrine et de la baie des dragons. La baie des dragons? Ce n'est plus la baie des esclavagistes. Ensuite, de l'alliance avec Jon Snow, la perte du premier dragon et la bataille de Winterfell, la mort de Missandei, la perte du deuxième dragon et finalement la fin tragique, la destruction de Port-Réal et la mort de la main de Jon Snow, près du trône de fer. Et une question se pose. Dans quelle mesure George Martin était-il au courant d'une telle fin pour Daenerys, et si oui, dans quelle mesure l'approuvait-il ? Et en réalité, je pense qu'il n'était pas seulement au courant, il préparait peut-être justement un tel destin pour la mère des dragons. Pourquoi est-ce que je pense cela ? Pour commencer, il faut mentionner que dans plusieurs interviews, Benioff et Weiss ont dit qu'ils avaient consulté George Martin au sujet de la fin de la série. George Martin avait sûrement ses brouillons et travaux pour les prochains livres, donc dire que la fin était totalement improvisée n'est pas exact. Dans Sans solution d'Israël. Le feu ne peut pas tuer un dragon de James Ebert, consacré à Gay Confamantam. À Game of Thrones et à son histoire non officielle, on apprend que la rencontre de George Martin avec les showrunners a été riche en révélations pour lui. Ebert cite George Martin. Ce n'était pas simple, je ne voulais pas dévoiler mes livres. Parler de leur fin est difficile, chaque personnage a sa propre conclusion. Je leur ai dit qui serait sur le trône de fer, et j'ai parlé de certains tournants importants de l'intrigue, comme Hodor et la décision de Stannis de brûler sa fille. Nous n'avons jamais pu discuter de tout le monde, surtout des personnages secondaires dont la fin pourrait être très différente. Dans une autre source, j'ai trouvé l'information que Benioff et Weiss disaient que la fin de Daenerys et Jon Snow était en quelque sorte leur décision. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'incendie de Port-Réal, pas la mort de Daenerys. C'est pourquoi George Martin a sans aucun doute discuté de la fin avec les showrunners. Et imaginer qu'il aurait simplement laissé à l'appréciation de Benioff et Weiss le destin de l'un des personnages clés de son œuvre de longue haleine, c'est tout simplement impensable pour moi. D'ailleurs, après la fin de la série, à ma connaissance, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Il n'a pas critiqué la fin ouvertement. Il a juste dit que sa conclusion aurait été différente, sans préciser comment. Il préférait plutôt prendre ses distances par rapport à tout cela, même s'il ne cachait pas sa déception. Mais moi, personnellement, je me pose une question. Martin était-il déçu par la façon dont Benioff et Weiss ont terminé la série, ou bien par la manière dont le public a perçu la fin qu'ils avaient prévue ? Personnellement, je comprends que beaucoup ne seront pas d'accord. Martin était au courant de tout, et il a été profondément déçu par la réaction du public à la fin de la série. C'est sans doute ce qui l'a poussé à retarder la suite des livres. Il craignait désormais de décevoir les spectateurs et les lecteurs. Mais d'un autre côté, s'il avait fini la saga, je suis certain qu'il aurait su justifier le même dénouement de façon plus profonde et convaincante. L'univers de Martin est toujours minutieusement construit, avec une logique interne omniprésente. Et cette même fin, présentée dans le cadre des livres, aurait très bien pu susciter une réaction tout à fait différente. Un retournement soudain avec une fin surprenante pour un personnage reflète bien l'esprit de George Martin. Il suffit de se rappeler l'exécution de Ned Stark, qui dans le livre comme dans la série est une surprise. On peut en dire autant de l'incendie de Port-Réal. C'est choquant, mais d'une certaine manière, cela correspond à la logique sombre du trône de fer. Mais alors, la question se pose, y avait-il des indices dans les livres sur une telle fin ? Nous allons commencer à examiner cela avec les dragons. Pourquoi précisément avec eux, cela deviendra clair un peu plus tard. Mais croyez-moi, le lien entre les dragons et la folie de Daenerys est bien plus profond qu'il n'y paraît à première vue.
Commençons par une question essentielle. Comment les humains contrôlent-ils généralement les dragons ? Nous ne parlons pas de chevaux ou de loups de guerre, mais de créatures aussi grandes qu'un Boeing 737 capable de survoler les nuages et de traverser un océan à grande vitesse. Leur taille, vitesse et altitude rendent les méthodes de contrôle traditionnelles inapplicables. Les commandes vocales sont probablement inutiles. À de telles vitesses et altitudes, le son se perd, le vent arrache tous les mots des lèvres et le dragon n'entend tout simplement pas son cavalier. Martin applique soigneusement cette logique dans le texte. On trouve rarement dans les livres des scènes où quelqu'un commande un dragon par la voix, sauf Dracarys. Mais ce n'est pas un contrôle, c'est un signal d'attaque. L'influence physique est également inutile. Essayer de contrôler un dragon avec des secousses storchettes ou des rennes est peu probable. Pour des créatures sans tête d'une telle taille, le contact physique et le retour entre l'homme et le dragon sont trop faibles. De plus, nous ne voyons pas de reines ou de mortes, au sens classique chez les dragons. À quoi dois-je m'accrocher ? Le plus souvent, on a l'impression que les dragons perçoivent non pas tant les ordres que les intentions, comme s'ils ressentaient ce que veut le cavalier. Je ne sais pas monter un dragon. On ne sait pas faire avant d'avoir volé. C'est pourquoi la version la plus plausible, appuyée par les textes mêmes des livres, est celle d'un lien empathique ou télépathique. Le cavalier et le dragon peuvent se ressentir mutuellement, le dragon réagit aux émotions et même aux intentions mentales. Le changement de cavalier est très rare et risqué. Après avoir établi un lien avec une personne, le dragon se lie rarement à quelqu'un d'autre. Je suis venu aider. Il ne faut pas manger l'aide. Si j'ai encore une telle idée, donnez-moi une claque. On peut appeler cela une sorte de canal magique de communication, accessible uniquement à ceux dont le sang de l'ancienne Valyria coule dans les veines, comme les Targaryens ou les Villarions. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une compétence innée au sens habituel, mais plutôt d'une prédisposition magique héritée qui s'active dans certaines conditions. Je tiens à souligner que dans le monde de Martin, d'autres que les cavaliers de dragon partagent aussi un lien similaire avec les animaux. Il y a aussi les vargs, capables de pénétrer la conscience des animaux, de contrôler leurs actions et de ressentir leurs peurs, douleurs et instincts. Qu'est-ce qu'il a ? C'est un varg. Il peut s'incarner dans les animaux et voir à travers leurs yeux. Et s'il a un lien assez fort, il peut littéralement vivre à l'intérieur de l'animal, même après la mort de son propre corps. Ce mécanisme de lien mental profond entre l'homme et l'animal dans le monde du trône de fer est décrit de manière assez détaillée, notamment dans les intrigues de Bran, du varg l'aigle et surtout du corbeau sanglant. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le trône de fer, dans la version littéraire, pratiquement tous les Stark sont en fait des vargs. Il y a à cela des indications directes et de nombreux indices indirects. Bran est un varg évident, il entre dans le loup, dans le corbeau, dans Hodor, il fait des rêves typiques des vargs, comme Varamir Sispo. Tu étais encore un loup, petit seigneur ? Je n'ai pas demandé ces rêves. Jon Snow est aussi un potentiel Changpo. Le lien avec le loup-garou fantôme est très fort, on en retrouve des échos même dans la série. Le loup-garou l'accompagne presque partout, et même au moment de sa résurrection, il est à ses côtés. Arya ressent aussi Nymeria. Malgré la distance, il lui arrive de faire des rêves à travers les yeux de la louve. Emily, c'est moi. Les Stark sont des descendants des premiers hommes, et selon la légende, ils descendent presque sûrement des wargs. Leur emblème même est un loup-garou. Le lien avec les bêtes sauvages est inscrit dans leurs veines. C'est pourquoi Jon Snow est capable de contrôler un dragon tout comme Daenerys. Il est le descendant de deux anciennes maisons à la fois, les Stark et les Targaryens. Il a leur sang qui coule dans ses veines, et de ceux qui liaient aux loups ou domptèrent les dragons. En fait, un cavalier idéal. Je ne sais pas chevaucher un dragon. Tout ce que nous avons décrit est parfaitement canonique et confirmé dans le texte de George Martin.
Mais passons enfin au domaine des suppositions et des théories qui reposent sur la logique interne de l'univers, mais qui n'ont pas encore reçu de confirmation définitive dans les pages des livres. Si le mécanisme de connexion de Daenerys avec les dragons est similaire à celui utilisé par les Vargs, pouvons-nous supposer que la plupart des Targaryens sont également des Vargs, capables de lier leur conscience aux dragons ? Qu'est-ce que cela nous apporte, et cela peut-il expliquer la folie de Daenerys dans la logique de l'univers de George Martin ? Comme déjà mentionné, selon le canon du livre ou de la série, les Vargs peuvent donc s'incarner dans des animaux, c'est l'essence de leur don. La conscience d'une personne peut se transférer dans un autre être. Si on admet que les Targaryens sont une sorte de Vargs, alors la phrase de Jaime Lannister à propos du roi fou prend un nouveau sens. Comme le disait Jaime, le roi fou ne croyait pas qu'il mourrait, il pensait plutôt qu'il renaîtrait en dragon. À première vue, c'est le délire typique d'un fou. Mais si l'on se rappelle que les Vargs ont réellement la capacité de vivre dans un animal après la mort de leur corps, on comprend d'où cette idée a pu venir. Aerys II Targaryen ne délirait peut-être pas simplement, il essayait peut-être de mettre en pratique cette idée, rester en vie dans un dragon après sa mort. Le prologue de « La danse des dragons » confirme un point clé. Lorsque le corps humain meurt, l'âme continue de vivre à l'intérieur de la bête. Chaque jour, les souvenirs s'effacent, et la bête devient moins vargue, plus loup, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme, seulement la bête. C'est exactement ce que nous voyons avec Harel, le vargue montré dans la série lorsque Jon Snow le tue. Il se transfère dans l'aigle et l'instant d'après attaque Jon, cette fois en tant qu'oiseau. Mais la série ne révèle pas une autre particularité de ce lien, à savoir l'influence de l'animal sur l'homme. Et c'est là que Martin a laissé un autre passage intéressant dans le même prologue. Parmi tous les animaux, il est le plus facile de lier les chiens à soi, car ils vivent si près des hommes qu'ils en deviennent presque humains eux-mêmes. S'installer dans un chien, enfiler sa peau, c'est comme mettre une vieille chaussure en cuir déjà faite à votre pied. La chaussure accueille le pied et le chien accepte le collier, même invisible. Avec les loups, c'est plus difficile. Un homme peut se lier d'amitié avec un loup, même briser sa volonté, mais personne n'est capable de l'apprivoiser complètement. Les loups et les femmes s'unissent en mariage une fois pour toutes. Tu t'incarnes dans le loup et c'est comme un mariage. À partir de ce jour, le loup fait partie de toi, et toi, tu fais partie de lui. Vous changez tous les deux. Il vaut mieux ne pas s'impliquer avec d'autres bêtes. Non seulement l'homme pénètre la bête, mais la bête pénètre aussi l'homme. Ce n'est pas un contrôle, c'est une fusion. Maintenant, le plus intéressant, si nous revenons aux dragons et supposons que chez les Targaryens, le même mécanisme fonctionne. Alors la question suivante se pose. Est-ce que le dragon influence son cavalier de la même manière que le loup influence le warg ? En d'autres termes, l'homme devient-il, ne serait-ce qu'un peu, un dragon ? Si le lien mental entre le cavalier et le dragon ressemble à celui du warg, le dragon peut alors modifier la conscience humaine et renforcer son agressivité et ses émotions. Le désir de domination. C'est ce que nous voyons chez Daenerys. Dracarys ? La série montre aussi des scènes confirmant indirectement l'influence du dragon sur son maître. Tu as volé sur un dragon, possédé ce pouvoir. Aurais-tu réduit la ville en cendres ? Je ne sais pas. Il s'avère que Jon Snow a aussi ressenti cette influence. Et ce n'est pas tout. Nous avons déjà parlé du fait qu'un warg est capable de se transférer dans un animal après sa mort et de continuer à exister dans son corps, comme un esprit qui ne veut pas quitter la vie. Mais dans les livres de George Martin, on trouve aussi des indices sur le processus inverse. Lorsqu'il y a un lien fort, la bête laisse aussi quelque chose d'elle-même dans l'homme. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs ou d'émotions. Cela peut être de la rage, des instincts, voire des fragments d'une conscience étrangère. Comme si la bête, mourant liée mentalement au varg, marquait à jamais l'esprit de l'homme. Dans le prologue de Danse avec les dragons, il y a la mention suivante concernant le varg Varamir Sispo. En prenant l'aigle d'Orel, il aperçut en l'oiseau la fureur d'un autre change-peau. Orel a été tué par Jon Snow, et la haine du change-peau était si forte que Varamir a aussi ressenti de l'antipathie envers Jon Snow. Il est clairement dit que les sentiments d'Orel sont restés dans l'animal,
puis ont été transmis à Varamir par ce dernier. Autrement dit, la conscience de la bête peut laisser une trace émotionnelle et mentale qui influence une autre personne. Maintenant, appliquons cette idée aux Targaryens et à leurs dragons. Daenerys a dès le départ un lien non pas avec un, mais avec 3 dragons à la fois, et comme nous l'avons déjà discuté, ce lien n'est pas à sens unique. Ce n'est pas simplement le pouvoir du cavalier sur la bête, c'est une fusion. Les dragons sont mes enfants. La seule chose que j'aurai. Souvenons-nous d'Orel Varg, qui, à sa mort, se transfère dans son oiseau et y vit quelque temps. Si un tel passage de l'homme à la bête est possible, pourquoi ne pas admettre l'inverse ? Que se passe-t-il si ce n'est pas Varg qui meurt, mais l'animal lui-même ? Et si un dragon mourant laissait quelque chose de lui-même à l'intérieur de la personne à laquelle il était lié ? Après tout, les dragons sont des créatures féroces et agressives. Si leur essence mentale pénètre dans l'esprit d'un humain, surtout de celui qui est lié à eux à un niveau profond, cela peut entraîner une transformation dangereuse. Et voici ce qui est le plus intéressant. Nous remarquons effectivement des changements brusques dans le comportement de Daenerys après la perte de chacun de ses dragons. Le premier dragon, Viserion, est tué par le roi de la nuit. Et Daenerys décide immédiatement de leur faire la guerre. Nous allons détruire le roi de la nuit et son armée. Le deuxième dragon, Rhaegal, est tué par des hommes. Et nous voyons aussitôt Daenerys changer. Nous prendrons la ville, ma reine. Nous tuerons vos ennemis, tous. Elle devient plus dure et autoritaire. Vous avez vu mon enfant tomber du ciel ? Des dizaines de milliers d'innocents vont mourir. Pour la première fois, le motif apparaît « Je les brûlerai tous, si nécessaire ». Qu'ils la blâment quand le ciel s'effondrera sur eux. C'est précisément à partir de la mort du deuxième dragon que commence ce qui, extérieurement, ressemble à de la folie. Finalement, au moment décisif, la rage qui vit dans le dragon éclate. Et Daenerys brûle Port-Réal. Si l'on regarde cela de ce point de vue, il n'y avait en principe aucune folie. Cela résulte simplement du lien de Daenerys avec les dragons. Cette interprétation reste incertaine car le livre de George Martin sur la fin n'est pas encore paru. Toutefois, il est possible que ce soit bien cette fin que George Martin réservait à Daenerys. Mais la mécanique et les détails n'ont pas été montrés dans la série. Si le livre sort, peut-être aurons-nous une réponse un jour. Cette théorie éclaire de nombreuses énigmes du monde de George Martin, de la connexion génétique des Targaryens avec les dragons au principe de contrôle de ces créatures. Et surtout, elle permet de voir la folie de Daenerys sous un autre angle. Il est possible que ce ne soit pas simplement une invention des scénaristes, mais la conséquence de lois magiques profondes de l'univers du Trône de Fer. Écrivez dans les commentaires si cette théorie vous semble convaincante. Je rappelle qu'elle ne traite qu'un aspect de la personnalité de Daenerys. Si la suite vous intéresse, soutenez la prochaine vidéo comme d'habitude et suggérez un personnage à analyser en commentaire. Si vous êtes ici pour la première fois, vous pouvez découvrir ceux pour lesquels des analyses ont déjà été faites sur la page d'accueil de la chaîne ou dans une playlist spéciale qui devrait apparaître à l'écran.